5 minutes d'explication de l'investissement dans le trading. C'est parti. Le 24 mars 2000, nous investissons $100 sur le S&P 500, l'indice des 500 plus grandes valeurs américaines. 3 ans plus tard, ce dernier perd plus de la moitié de sa valeur. À peine revenu à l'équilibre en 2007, il replonge de plus de 50%. En mars 2009, nos $100 valent $44. Beaucoup d'investisseurs abandonnent ici. Pourtant, si nous élargissons la focale, en 2026, nos $100 valent 448, soit un rendement total de plus 348%, ou encore un rendement annualisé de 6% par an. Même en entrant dans le marché au pire moment de l'histoire, nous multiplions notre mise initiale par 4,5. Admettons que nous ayons attendu le 20 mars 2002 pour nous lancer. Nous sommes pile entre le pic et un futur creux de marché. Mais ça, nous ne le savons pas encore. Après avoir essuyé une baisse de moins 41% en mars 2009, nous finissons avec un portefeuille d'une valeur de $594. Notre rendement total est plus 94%, et notre rendement annualisé est de 7,8%. Entrons cette fois le 9 octobre 2002. C'est un point bas historique, le creux absolu de l'éclatement de la bulle. Le gain total est de plus 780% et le rendement annualisé de 9,8%. Entre le pire et le meilleur des scénarios, nous doublons notre rendement. Mais ce comparatif montre que sur ces 25 dernières années, personne n'a eu besoin de viser le creux pour réussir. Acheter après un record de prix, ou ATH pour All Time High en anglais, fait objectivement peur. Personne ne veut être le dernier nigo à acheter juste avant que tout ne s'effondre. Mais sur la période 2000-2025, 7% du temps, le marché était en ATH. Un jour de bourse sur 13 est un record historique. S'il y a autant de records, c'est que la tendance de fond des marchés est à la hausse. Si l'on observe 2020-2025, la période où des millions de Français ont découvert l'investissement, 13,3% des jours sont en ATH. Sur ces 5 dernières années, si nous avions investi après un ATH, nos performances sont de 7,5% à 1 an, 26% à 3 ans et 61% à 5 ans. Si à contrario, nous avions investi durant un jour normal, ni trop haut ni trop bas, nos performances sont également de 7,5% après 1 an et 25% à 3 ans. Et enfin, à 5 ans, nous sommes à 47%, soit 14 points de rendement de plus. Si les marchés vont de record en record, ce n'est pas un hasard. Les bénéfices d'entreprise croissent, ce qui entraîne une hausse de la confiance des investisseurs. Ils investissent donc plus et les flux de capitaux entrants augmentent. Un ATH n'est donc en réalité pas suffisant pour établir un signal de danger. Alors oui, un ATH peut être suivi d'un crack violent. Mais en réalité, un ATH en cache souvent un autre. Quand vous regardez l'historique des données, vous voyez que le temps joue en faveur de l'investisseur. Mais investir dans une bulle boursière peut coûter cher sur un horizon de temps trop court. Alors, pour essayer de comprendre si nous sommes actuellement dans une bulle, vous pouvez consulter le mémo que nous venons de publier, disponible en cliquant ici. Lorsqu'on prend toutes les dates d'entrée possibles, entre 2000 et 2025, si on attend 6 mois avant d'investir en se disant que le marché va baisser, le rendement final est en moyenne de 4,5 points plus faible et perd 69% du temps. Si on patiente 1 an, on est perdant dans 75% des cas. Et on finit avec une performance finale de moins 9,5 points de rendement. Plus on attend, plus le coût augmente. Comme disait le célèbre investisseur Peter Lynch, bien plus d'argent a été perdu par les investisseurs anticipant une correction que pendant la correction elle-même. Attention, toutes ces données reposent sur des analyses de données historiques. Personne ne sait de quoi sera fait l'avenir. Observons 2 nouvelles courbes. La courbe verte, le résultat d'un DCA mensuel. Cela signifie qu'on investit chaque mois un montant fixe sans se soucier des conditions de marché le jour J. La courbe rouge, elle est le résultat d'un lump sum, c'est-à-dire investir tout son capital disponible d'un coup. Les 2 courbes partent du pire moment possible, le plus haut de la bulle de mars 2000. Les premières années, la courbe verte est au-dessus. Quand les prix chutent, le DCA continue à injecter du nouveau capital qui profite de la hausse qui suit. Mais à partir de 2023, la courbe rouge repasse au-dessus. Le lump sum a permis d'exposer plus de capital au marché pendant la remontée des années 2010. Le lump sum termine à plus 348% contre plus 311 avec le DCA. Au scénario moyen, le lump sum l'emporte toujours, plus 494% contre plus 300%. Au meilleur scénario, le lump sum écrase le DCA à plus 780% contre plus 293%. Restons réalistes tout de même. Nos exemples sont très simplifiés et il est aisé de faire dire aux chiffres ce que l'on veut. J'ai donc consulté cette étude de Vanguard qui s'affiche juste ici. Sur l'indice monde des marchés développés, le MSCI World, le lump sum bat le DCA 2 fois sur 3. Le DCA est à de l'entrée, alors une partie du capital disponible reste non investi. Pendant ce temps, le marché fluctue et le capital n'est pas exposé. Plus longtemps le capital est exposé au marché, plus les gains génèrent eux-mêmes des gains. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Le DCA n'est donc pas optimal mathématiquement, mais en réalité, il est assez optimal psychologiquement. Vanguard a modélisé les préférences par profil d'investisseur. Pour un investisseur prudent qui
qui craint les grosses pertes latentes, le DCA devient le meilleur choix. Une chute de 50% juste après avoir tout investi peut pousser à vendre dans la panique. Le DCA maximise alors la probabilité de rester investi. En tant que gérant privé, je ne compte plus le nombre de personnes qui essaient d'investir aux meilleures conditions de marché. En vérité, il n'y a pas de solution miracle. Bien investir, c'est surtout se demander pourquoi j'investis. Quels sont mes objectifs, mes contraintes, mes projets. Quel est mon horizon de temps ? 3, 4, 5 ans ou plus ? Que ce soit avec plus ou moins d'obligations, des fonds non cotés, de l'immobilier, pour refléter les réponses à toutes ces questions, on ajuste l'allocation patrimoniale. Définitivement, un investisseur brille rarement par sa capacité à prédire le bon moment, mais plutôt par une bonne diversification ainsi qu'un horizon de temps adapté.